Commencer cette cérémonie des vœux 2023. Madame la sous-préfète, monsieur le député, cher Nicolas, bienvenue. Monsieur le sénateur, cher Claude, monsieur le sénateur Bruno Rojoin, qui est représenté par Isabelle, monsieur le président de la communauté d'agglomération, cher Frédéric, monsieur le premier vice-président du département, cher Jean-Sébastien, qui va arriver d'ici quelques minutes. Mesdames et messieurs les maires, je ne vais pas me risquer à vous citer, vous êtes venus nombreux et nombreux et je vous en remercie très sincèrement. Mesdames et messieurs les élus, et notamment mes jeunes du conseil municipal enfants, mesdames et messieurs les représentants des forces de l'ordre et de secours, monsieur le commissaire, merci d'être là également ce soir, mesdames et messieurs les représentants de l'éducation nationale, cher Philippe, je crois est dans la salle, mesdames et messieurs les représentants des associations, là aussi, je sais que vous êtes venus nombreux et nombreux ce soir, et je tiens très sincèrement à vous en remercier. Mesdames et messieurs, chère Melrigoise, cher Melrigo, je voudrais, avant de commencer mon propos, parce que, en arrivant dans cette salle tout à l'heure pour faire la balance, comme on dit dans le technique, eh bien, j'ai découvert ces oliviers qui sont installés un peu partout dans cette salle. Et j'ai trouvé que cette salle était, ma foi, bien décorée. Vous connaissez comme moi la symbolique de l'olivier. Et j'ai trouvé très pertinent de nous installer ces arbres magnifiques dans cette salle. En tous les cas, félicitations à toutes celles et ceux qui ont travaillé à l'organisation de cette cérémonie de vœux, et notamment particulièrement aujourd'hui à la mise en œuvre de ce bel endroit, et puis au pot que nous allons pouvoir partager tout à l'heure. Les premières, vous avez répondu ce soir à mon invitation. Et très sincèrement, mesdames et messieurs, puisque je vous disais exactement la même chose, mais il y a presque 3 ans maintenant, en 2019, ça me fait chaud au cœur. Ma deuxième satisfaction, ça fait chaud aussi à mon espace Monzières, parce que pour celles et ceux qui sont arrivés le plus tôt, réglementation oblige, les bâtiments publics sont à 19 degrés, l'espace Monzières était à 19 degrés, mais comme nous sommes nombreux et nombreux ce soir, eh bien vous avez vu que la température se réchauffe, et d'ailleurs on a commencé à ouvrir les portes. Donc ça fait du bien à mon espace Monzières, et je vous en remercie. Plus sérieusement, mesdames et messieurs, quel plaisir de nous retrouver ce soir à l'occasion de cette cérémonie des vœux 2023. Rendez-vous compte, c'est notre première cérémonie des vœux depuis notre élection en 2020. Et c'est surtout la première cérémonie des vœux pour la moitié des élus qui sont derrière moi et qui ont rejoint cette équipe en 2014. Alors, mes collègues élus m'ont dit mardi, je vous fais cette confidence, m'ont dit mardi, 3 années sans vœux, le maire est bavard, ça risque de durer longtemps ce soir. Je leur ai fait, rassurez-vous, une promesse. Je vais tenir en 45 minutes, je vais tenter de tenir en 45 minutes, mais je vous promets que je vais faire cet effort. Comme je vous le disais, je suis très heureux de vous voir ce soir. Premièrement, parce que j'aurais dû, à l'occasion des vœux de 2020, vous remercier. Vous remercier très sincèrement, mesdames et messieurs, de m'avoir fait confiance à cette élection et de m'avoir permis d'être élu dès le premier tour. Alors, j'ai essayé de trouver les formules qui pourraient valoriser ce remerciement. J'en ai pas trouvé. Alors, tout simplement, un grand merci à vous de m'avoir accordé votre confiance. Et puis merci aussi parce que, même si le chemin a été difficile, même si le parcours a été difficile, nous avons tous vécu, en tant qu'élus, une expérience incroyable. Quel début de mandat! Une crise sanitaire, une guerre en Europe, le retour de l'inflation, une crise économique. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, en 2022, en juin 2022, une catastrophe naturelle. Jacques Chirac disait, alors ne voyez pas d'allusion à Jacques Chirac avec le nouveau pont de Bellerive, c'est simplement que Jacques Chirac nous a habitués à quelques citations croustillantes et j'ai trouvé que celle-ci collait parfaitement à la situation. Jacques Chirac disait donc, les emmerdes, ça a un avantage, c'est que ça vole en escadrille. Et je vous le confirme, ça vole en escadrille. Alors ce soir, malgré
un contexte pesant, nous allons positiver. C'est ça aussi l'objectif d'une cérémonie de vœux. Et puis surtout, contrecarrer ces 10 heures de mésaventure, je pense notamment aux chaînes d'information qui nous nourrissent à longueur de journée et qui nous abreuvent à longueur de journée d'informations de plus en plus noires. Il y a une citation derrière moi, une citation d'Henri Matisse. Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. Alors ce soir, mesdames et messieurs, eh bien, on va tenter de voir un maximum de fleurs. Une de mes premières satisfactions et ma dernière en date, elle est politique, mais elle est aussi historique. À chaque fois que je dis ça, il sait que je vais parler de lui. On dit à chaque fois, je suis pas peu fier. Et Nicolas dit, tiens, ça y est, c'est mon couplet. Donc encore une fois, cher Nicolas, je le dis et je le répète, je suis pas peu fier que tu aies été élu député de cette 3e circonscription. Sur le plan politique, c'est historique, madame, monsieur. Je vous disais, il y a 2 satisfactions majeures. La première, c'est celle-ci, c'est que c'est historique. Le dernier parlementaire belrivois, il a été élu il y a fort longtemps, c'était Fernand Berger, et nous étions dans les années 1960. Autant vous dire l'importance de cette élection aujourd'hui, mon cher Nicolas. La seconde, c'est que Nicolas, je le sais, je le suis, je le vois, c'est un député parfaitement impliqué, qui prend à bras-le-corps aujourd'hui les dossiers très importants de notre agglomération, notamment l'hôpital, le train, tu en parlais hier soir à TV, Frédéric, mais aussi et surtout un sujet qui nous intéresse particulièrement, nous, Bellerivoises et Bellerivois, le contournement nord, le fameux contournement nord. Alors, l'enquête publique vient d'être terminée, madame la sous-préfète, et maintenant nous allons passer dans la phase importante, voire peut-être la plus importante, c'est l'inscription au CPR, contrat de plan État-région. Et je sais que Nicolas est particulièrement impliqué sur le dossier. Je le vois sur le plan local parce qu'il mobilise régulièrement les élus, et on pourra en témoigner avec France Gonzalez, le maire de Charmel, mais je vois aussi beaucoup notre cher Nicolas qui porte la voix de notre territoire à Paris, comme il le dit si bien, et qui interpelle régulièrement les ministres et toutes celles et ceux qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice du contournement nord dans la commission d'aménagement du territoire. Sur le plan politique, il y a eu, mesdames et messieurs, un deuxième événement dans notre collectivité sur ces 3 ans, c'est la disparition de notre ancien maire Jean-Michel Guerre. Pas plus tard que la semaine dernière, nous étions réunis en commission spéciale au sein de la municipalité pour décider d'un lieu pour rendre hommage à notre ancien maire. Ce sera donc l'école de musique. Vous le savez tous, notre ancien maire était un passionné de musique. Cette école de musique est aujourd'hui à Bellerive. C'est aussi un bâtiment communautaire et vous comprendrez très facilement ce qui a motivé ce choix et cette orientation vers cette école de musique. Donc ce soir, nous allons tenter maintenant de regarder le côté positif de tout ce qui a rythmé cette vie depuis 3 ans. Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. Ce début de mandat nous a révélé beaucoup sur notre société, notre capacité, notre résilience et surtout, mesdames et messieurs, notre extraordinaire agilité. Le 15 mars 2020, nous étions élus. À minuit, nous rentrions en confinement. Le premier mot qui me vient sur cette période de 2020 et 2021, cette période hors norme, c'est solidarité. Comme je sais que le temps passe très vite et emporte avec lui le sourire des enfants, comme disait Renaud, mais emporte avec lui surtout nos souvenirs, j'aimerais que nous nous rappelions quelques instants. Je voudrais ce soir que nous ayons une pensée pour toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour nous protéger, pour nous secourir, pour nous rassurer. Notamment les personnels soignants qui ont été sur le front de cette Covid pendant 2 ans. Nos pompiers mobilisés sur le Covid, mais aussi et surtout sur l'événement climatique du 4 juin, mais j'y reviendrai tout à l'heure, où nous avons pu mesurer tout le sens du mot héros. Sur le sujet de nos pompiers, je suis très heureux d'avoir inauguré, avec Madame la sous-préfète et Claude Maluret, le président de notre département, la nouvelle caserne des pompiers. Une nouvelle caserne des pompiers sur cette rive gauche. Ils font à peu près 1000 sorties par an. Ils avaient besoin d'un outil performant.
c'est désormais chose faite et ils vont pouvoir assurer de la meilleure façon qui soit le secours indispensable pour tous les habitants de la Rive-Gauche. J'ai également une pensée pour les personnels de nos collectivités et pour nos élus qui se sont mobilisés dès le 16 mars autour de cette crise sanitaire. Et en particulier, nos nouveaux élus, qui venaient à peine d'être élus. Heureusement que l'association des anciens et des nouveaux a fait une équipe soudée, a fait une équipe engagée, a fait une équipe aguerrie. Je voudrais ce soir, bien évidemment, remercier leurs conjointes et leurs conjoints, parce qu'on les a beaucoup sollicités, et notamment pendant cette période Covid, et forcément, comme on les a beaucoup sollicités, ils ont passé peu de temps à la maison. J'ai une pensée également pour toutes ces belles Rivoises et ces belles Rivois qui se sont mobilisés. J'avais prévu dans le programme en 2020 de constituer une réserve citoyenne. Alors, pour rien vous cacher, je n'avais pas prévu véritablement de la mettre en place tout de suite. Et vous comprenez bien que, contexte oblige, eh bien, c'est un des premiers projets que nous avons mis en place. L'objectif de cette réserve citoyenne était simple, était clair. Apporter son aide et son soutien au sein d'une structure citoyenne en cas de moment difficile. Et pour le compte, nous y étions. Là aussi, il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. À l'heure où nous parlions d'égoïsme dans nos sociétés, d'une société recentrée sur elle-même, j'ai vu des dizaines de femmes et d'hommes venir nous rejoindre, venir proposer leurs services au sein de cette réserve citoyenne qui a été d'une très grande utilité dans cette période particulièrement difficile. Ils ont fabriqué des masques avec beaucoup d'autres belles Rivois. Pour la petite anecdote, ces masques qui ont été fabriqués dès le mois de mars-avril 2020, il m'en reste encore dans mon bureau, autant vous dire qu'ils en ont fabriqué beaucoup. Ils ont distribué ces fameux masques. Ils ont appelé au téléphone les plus fragiles grâce à une cellule de crise que nous avions mis en place à Bellerive, pilotée et organisée par Marie-Françoise Trouvé, que j'ai croisée tout à l'heure, qui a formé en un temps record nos opérateurs du cœur. Alors oui, madame, monsieur, ça a été un début de mandat difficile, mais à l'occasion de ce début de mandat, j'ai vu des choses extraordinaires qui m'ont fait chaud au cœur. Et j'aimerais ce soir que nous applaudissions toutes ces femmes et tous ces hommes qui se sont engagés pour nous accompagner et nous soutenir dans cette période difficile. Merci. Cette crise sanitaire, elle a aussi engendré des grandes choses, des grandes transformations. La première en termes de travail et la deuxième en termes de mobilité. Le télétravail. En 2019, le télétravail était quelque chose de totalement anecdotique. 4% de la population télétravaillait. Je travaille moi-même dans une entreprise pour le groupe La Poste, où quand on en parlait avec le président de La Poste, il nous disait en 2019, nous ne sommes absolument pas prêts pour le télétravail. Ça se fera, mais il nous faudra du temps. Vous avez compris qu'en 2020, tout le monde s'est mis au télétravail. On s'est rendu compte dans l'entreprise que tous nos indicateurs étaient ouverts, ça n'a pas réduit la productivité, ça a amélioré nos indices de qualité de vie au travail, et autant vous dire que les arrêts de travail ont totalement chuté. Aujourd'hui, si je prends l'exemple du groupe La Poste, que je connais bien, eh bien on invite nos salariés à télétravailler de plus en plus et on leur donne des primes. Si j'ajoute à cela la situation économique dans laquelle nous sommes, nous avons à peu près, l'objectif c'est de mettre 70 000 personnes en télétravail, celles et ceux qui sont en back-office. Vous multipliez ça par 8 mètres carrés de bureau et vous imaginez l'intérêt qu'une entreprise a à voir ses salariés travailler directement chez elle. Aujourd'hui, le télétravail, c'est 29% de salariés qui sont aujourd'hui en télétravail. Ça a explosé, ça a été multiplié par 7. Si nous n'avions pas eu cette crise Covid, cela a été totalement impossible. Alors aujourd'hui, vous me direz, oui, il veut en venir par le télétravail. Eh bien, mesdames et messieurs, si nos territoires se développent aujourd'hui, c'est grâce au télétravail. Hier, pour faire venir les habitants de nos collectivités, il fallait qu'on fasse venir des entreprises au préalable. Et les salariés venaient s'agrémenter autour des entreprises. Aujourd'hui, grâce au télétravail, eh bien, les habitants des grandes métropoles souhaitent s'installer dans des territoires à taille humaine, et ça tombe bien, nous sommes un territoire à taille humaine. Alors vous me direz, et tu le disais hier Frédéric, les chiffres de l'INSEE, moi vous savez, je partage complètement cette idée, qu'il n'y a qu'un seul chiffre qui m'intéresse, et les professionnels de l'immobilier qui sont là me confirmeront. Aujourd'hui, c'est le marché de l'immobilier. Vous avez vu,
comme moi, mesdames et messieurs, que le marché de l'immobilier a fait un bond exceptionnel depuis la crise du Covid. Et c'est lié à un phénomène tout bête, c'est l'offre et la demande. Quand il y a beaucoup de demandes, eh bien, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à s'installer sur notre territoire. Faire le constat de ces changements, c'est bien, mais attirer les nouveaux habitants, c'est mieux. Alors pour cela, il faut 4 recettes, ou 4 piliers indispensables. Un territoire attractif, un territoire fibré, des cœurs de ville attractifs et des services publics innovants. Alors sur le territoire attractif, je ne vais pas vous faire la promotion de notre beau territoire ce soir. Nous le savons, il est magnifique et pour le territoire attractif, ça nous cochons la case sans aucun problème. Le territoire fibré, là aussi, notre territoire, notre commune, notre agglomération s'est particulièrement engagée dans ce domaine et nous sommes à 95% de fibres sur notre territoire. Des cœurs de ville attractifs, nous avons, avec le département et avec l'agglomération, lancé en 2021 les projets cœur de ville, cœur de bourg. C'est 3,5 millions d'euros qui vont être investis dans notre collectivité sur le cœur de ville, mais je vous en parlerai plus longuement dans la partie des grands projets. Et puis aussi, et enfin et surtout, des services innovants, des services publics innovants qui nous facilitent tout simplement la vie. Alors en 2021, nous avons mis en place un guichet unique en mairie. Je crois que vous devez avoir les images derrière moi. Comme je le disais dans notre slogan de campagne, une ville attractive, c'est une ville qui propose des services publics innovants, avec un hall d'accueil mairie entièrement revisité, avec une logique de guichet unique pour faciliter l'accès de ces fameux services publics. Alors aujourd'hui, dans ce service public, et vous le voyez, il y a 2 types de guichets à l'accueil. Donc il y a l'accueil traditionnel de la mairie, et puis il y a un deuxième box. Et bien dans ce deuxième box, il y a notamment un accompagnement juridique, un huissier qui sera là 1 fois par mois et qui pourra vous accompagner, vous orienter et vous simplifier l'accès au droit. Il y aura aussi un accompagnement en matière de finances publiques avec la Direction générale des finances publiques qui viendra aussi faire quelques permanences en mairie au moment le plus opportun. En règle générale, c'est autour de la feuille d'impôt, Et puis un guichet numérique. Un guichet numérique parce qu'aujourd'hui, la plupart des services publics passent par l'exercice numérique et que beaucoup d'entre nous ne sont pas forcément très aguerris à l'exercice numérique. Donc avec notre CCAS, nous avons mis en place des agents qui se sont qualifiés et qui sont en capacité aujourd'hui à vous accompagner dans vos démarches numériques. Là aussi, vous le voyez, mesdames et messieurs, il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. La deuxième transformation majeure, c'est la mobilité. Si vous allez, comme moi, dans les grandes villes, vous le voyez, on se déplace de plus en plus en vélo. Dans notre agglomération, vous le voyez aussi, tous les vendeurs de sites nous le confirment. Le vélo, l'économie du vélo se porte bien sur nos territoires et c'est tant mieux. Ne nous y trompons pas, là aussi, nous avons gagné 15 ans. Alors on aurait tous espéré que nous nous mettions au vélo pour des raisons environnementales. Tel n'a pas été le cas. Et vous connaissez cette fameuse maxime que j'emploie très souvent des Cantalous. C'est à la fin de la foire qu'on compte les 12. Aujourd'hui, on fait du vélo et c'est tant mieux. Et on fait du vélo sur un domaine cyclable qui est de plus en plus sécurisé dans notre agglomération. Pas plus tard que mercredi, nous avons validé avec le département et avec l'agglomération une piste cyclable qui va partir du Crêpes et qui va desservir Charmeil. Sur cette partie de Bellerive. Et de l'autre côté, mais là aussi je vous en dirai un mot un peu plus tard, quand on va parler des grands projets, eh bien il y aura cette fameuse piste cyclable. Et là on aura 2 pistes cyclables sur cette partie de Bellerive par rapport à l'avenue de Vichy. Pendant 2 années, nous avons vécu au rythme de la Covid, et je viens de vous lister les quelques actions que nous avons mises en place pendant cette période. Et puis, fin 2021, nous étions repartis. On s'imaginait que la crise, ou les crises étaient derrière nous, nous étions dans l'euphorie d'après-crise, la situation économique reprenait, la croissance économique reprenait, les entreprises retrouvaient leur niveau de production, et puis un beau matin de février, le tsar Poutine décide d'envahir l'Ukraine. Il lance la guerre en Europe.
Pas besoin de vous en dire plus, vous connaissez comme moi la situation, puisque nous vivons tous au quotidien cette guerre, le retour de la guerre en Europe, une crise économique majeure, le retour de l'inflation dans notre pays, et pour couronner le tout, rappelez-vous, on escadrille tout à l'heure, avec une catastrophe naturelle qui s'est déroulée le 4 juin dans notre commune, dans notre agglomération et dans notre commune. Avant de vous parler de cette crise économique grâce à cause de la guerre en Ukraine, je voudrais revenir quelques instants sur le 4 juin et sur le drame que nous avons subi et retenir deux choses. La première, c'est un incroyable élan de solidarité entre les habitants, un incroyable élan de solidarité aussi de la part de nos pompiers qui sont venus nous rejoindre à Bellerive. Nous en avons reçu pas moins de 150, et dans toute notre agglomération, pour nous apporter secours et assistance et pour réparer les plaies de notre territoire. Et je vous demande ce soir, madame, d'applaudir les pompiers. Merci pour eux. Sur la grêle, je voudrais partager avec vous une réflexion pour nous dire ensemble que la situation aurait pu être plus grave. Le 4 juin de cette année-là, nous faisions à Bellerive la clôture de la saison culturelle. Alors on nous avait effectivement annoncé un orage de grêle, et puis on s'est dit que malgré tout, des orages de grêle qui ne devaient pas être très très violents, et puis malgré tout, on lance l'idée de faire cette clôture de saison culturelle. Sur les coups de 19h, on a un petit orage de grêle qui tombe sur notre territoire, ce qui fait que tout un chacun est rentré à la maison, étant donné que la météo s'était considérablement dégradée. Imaginez 2 secondes, s'il n'y avait pas eu cet orage de grêle à 19h30. Nous sommes en juin, par une belle après-midi de printemps, où il fait bon. Beaucoup d'entre nous se serions retrouvés sur des terrasses de café, et à 22h, sur des boules de pétanque qui seraient tombées sur l'ensemble de notre agglomération. Je crois que le bilan aurait pu être beaucoup plus grave. Nous avons, encore heureux, évité le drame humain. Lors de notre visite sur le terrain avec les élus, j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer une autre situation. La situation dans Bellerive de ces femmes qui habitent aujourd'hui dans des grandes maisons, qui vivent avec des toutes petites retraites, qui ne veulent pas quitter la maison familiale, et je peux les comprendre, et qui aujourd'hui, avec la situation en termes d'énergie, sont dans des situations extrêmement difficiles. On les a vus avec Isabelle et les autres élus avec qui nous avons croisé ces personnes, et ça nous a amené une réflexion qu'il fallait que nous trouvions une solution à apporter à ces femmes, notamment à ces femmes, pas que, mais notamment à ces femmes. Et nous avons réfléchi à l'idée d'un village senior, plutôt en format maison. Alors je ne pourrais pas vous en dire plus ce soir, puisque j'ai croisé le porteur de projet qui est dans cette salle. En tous les cas, j'espère que nous aurons l'occasion, dès le premier trimestre, de signer le compromis de vente du terrain, sur lequel, j'espère, dans cette année 2023, nous verrons les premiers coups de cloche de ce village dans lequel ces personnes pourront être logées en toute sécurité, dans des bâtiments, dans des logements en très basse consommation. Et non seulement on peut retrouver de la sérénité de vie, mais surtout et aussi on va pouvoir permettre à ces femmes de retrouver du pouvoir d'achat. Alors, c'est vrai, mesdames et messieurs, que cette crise, elle engendre des choses compliquées. Mais nous savons rebondir. Nietzsche disait, ce qui ne nous tue pas nous rendra plus forts. Nous sommes très forts. Cette nouvelle crise engendre des choses et des conséquences, des prix qui s'envolent, notamment l'énergie. Rien que pour la commune de Bellerive, sur un des dispositifs qui s'appelle C4, où on a quelques éclairages et de chauffage de bâtiments publics, on a une facture qui est passée de 60 000 € à environ 200 000 €. Autant vous dire que la situation est difficile et compliquée. Mais là aussi, vous allez le voir, il doit y avoir des fleurs partout où on veut bien les voir. Alors c'est un vrai jeu d'équilibrisme, vous en conviendrez, que de vous faire voir le côté positif des choses dans pareille situation, mais quand même, je vais m'y lancer. Notre relation, madame, monsieur, à l'énergie a changé. Concrètement, ça veut dire quoi aujourd'hui? Eh bien, ça veut dire que nous avons coupé notamment l'éclairage public dans 70% de nos communes en France. 20% d'économie. C'est absolument colossal et encore il y a quelques mois inimaginable. Là aussi, c'est bon aujourd'hui pour notre portefeuille,
mais c'est bon aussi pour la planète. Nous avions anticipé l'installation d'éclairage à LED, et nous voyons aujourd'hui qu'il faut accélérer, cher Alain, et c'est ce que nous allons faire, bien évidemment, au cours de cette année 2023. En ce qui concerne les bâtiments publics, là aussi, j'avais prévu, à l'occasion du programme, un dispositif qui s'appelait Cap Énergie Environnement, avec une volonté, rappelez-vous, je le disais, je ne serai pas un maire bâtisseur, je serai un maire qui va rénover les bâtiments publics. Là aussi, l'histoire s'est accélérée, et donc nous avons pris la décision, avec un partenaire, la Banque des Territoires, de lancer un vaste plan d'économie d'énergie et de rénovation énergétique des bâtiments publics, avec un objectif très clair, très simple et affiché, d'aller chercher 30% d'économie. Alors pour ça, ça va nécessiter d'engager la commune sur un temps bien plus long que l'échéance 2026, mais je crois que les économies d'énergie, ça n'est pas une philosophie politique, c'est un devoir. Il y a des fleurs partout, pour qui veut bien les voir. Et nous allons maintenant parler du futur et de 2023. Avant de rentrer dans le détail des projets, il y a un préalable, et pas des moindres, c'est de parler de finances. Et je vais en profiter notamment pour échanger avec vous et parler un peu de finances publiques. Nous avons pris une décision et je l'ai fait valider, alors ça tombe très bien puisque aujourd'hui les conseils municipaux sont retransmis sur Facebook et on peut tout à chacun les suivre et d'ailleurs les regarder en replay. Nous avons validé avec l'ensemble du conseil municipal que lorsque les travaux que nous allons engager dépassent un montant trop important, nous les reporterons. C'est ce que j'appelle la gestion en bon père et en bonne mère de famille. Et au fond, c'est ce que vous faites toutes et tous chez vous. Quand vous aviez prévu de refaire l'allée du garage en 2021 qui valait 2 000 €, quand elle est passée à 5 000 €, vous vous dites on va attendre. Eh bien, c'est ce que nous allons faire dans les collectivités territoriales. Et nous allons opter pour une deuxième solution, la solution du désendettement. C'est ce que m'avait proposé Nicolas fin 2022. Parce que tout simplement, madame, monsieur, l'euro de la dette, lui, vaut toujours 1 euro. Et donc, on a, fin 2022, sur le budget d'investissement, parce que nous n'avons pas voulu faire des travaux qui étaient beaucoup trop chers, et notamment des travaux de voirie, qui avaient tout simplement doublé, eh bien, nous avons engagé le désendettement de la commune. Idem pour les factures énergétiques qui s'envolent. Alors, vous êtes nombreuses et nombreux à me dire, à m'interpeller, monsieur le maire, mais comment allez-vous faire pour payer ces factures qui s'envolent? On voit bien que beaucoup de collectivités territoriales optent pour la fiscalité. Qu'est-ce que vous allez faire à Bellerive? Pour répondre à la problématique, il y a 3 solutions. Faire des économies, c'est ce que nous avons fait avec l'éclairage. Être solidaire, je suis sûr et certain que vous avez lu avec beaucoup d'intérêt le magazine municipal. Être solidaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra que nous nous habituions à désherber notre bout de trottoir devant nos propriétés, devant nos maisons. Si on fait cet effort, madame, monsieur, on va chercher une économie pour la collectivité de 200 000 €. Et puis enfin, la 3e solution, c'est générer des nouvelles recettes, et vous l'avez compris, via la fiscalité. Alors, les Parisiens, je peux vous dire qu'ils l'ont un petit peu senti passer. Vous vous rappelez, à Paris, l'augmentation fiscale, plus 52%. Cette option est inenvisageable pour Bellerive. Pourquoi? Parce que trop de fiscalité, à une époque, a plombé notre attractivité. Et tous les agents immobiliers me le disaient bien avant 2014. Oui, Bellerive, c'est une très belle ville. Les gens ont envie de s'y installer parce qu'il y fait bon vivre. Mais les impôts sont trop chers. Donc, pour rassurer tout le monde, il n'y aura pas d'augmentation de fiscalité à Bellerive jusqu'en 2026. Ce serait une erreur stratégique terrible. Ça nuirait à notre attractivité. C'est une garantie que je puis vous faire ce soir. On va parler maintenant, mesdames et messieurs, des grands projets de notre commune pour l'année 2023. Alors, on a un serpent de mer à Bellerive qui s'appelle la Maison des Associations. Alors, un serpent de mer parce que ça va durer longtemps, mais pourquoi? Parce que dans une ville à peu près normale, on a une maison des associations qui va faire entre 300 et 500 mètres. À Bellerive, elle fait 2800 mètres carrés. Alors, le département nous a fait un cadeau extraordinaire. En son temps, il nous a légué un collège qui est devenu la maison des associations. Alors, tout le monde était très content parce qu'on avait beaucoup de surface.
Mais quand on a décidé de se lancer dans ce projet pharaonique de rénovation, à un peu plus de 2 millions d'euros, on sent que ça allait être difficile. Donc, on a engagé le projet, on a quand même trouvé des solutions. Rénovation énergétique, aménagement intérieur du bâtiment de type industriel pour limiter au maximum le coût du projet. Et puis les travaux avaient démarré en 2021, ils se sont arrêtés. On avait commencé par la toiture, en 2022, pardon, puisque le 4 juin, la grêle est passée par là, et comme nous refaisions 2 toitures à l'époque, eh bien les toitures de la maison des associations sont passées sur l'école Marx Dormois, puisque, vous le savez, nous avions mis une priorité sur la rénovation de nos écoles pour accueillir dans les meilleures conditions nos enfants à la rentrée de septembre 2022. Donc la maison des associations, les travaux de la maison des associations vont reprendre. Je tiens à vous rassurer là aussi sur le coût, parce qu'on s'attend aussi bien évidemment à une hausse du coût des travaux. Mais là, je suis prêt, et nous sommes prêts dans l'équipe municipale, et nous l'avons validé, à accepter un surcoût de travaux, puisque vous allez comprendre très facilement, un surcoût de travaux en ce qui concerne la rénovation énergétique du bâtiment, puisque le surcoût de travaux que nous allons accepter sera compensé par les économies d'énergie que nous allons faire. Et en tous les cas, c'est ce projet que nous allons engager sur 2023, et j'espère bien que d'ici la fin de l'année, malgré la difficulté aujourd'hui de trouver des entreprises pour faire les travaux, que au moins cette partie-là des travaux sera terminée pour 2023. Le deuxième grand projet, et là qui a aussi commencé, et vous le voyez, alors peut-être un peu plus particulièrement depuis le 16 janvier, parce que la circulation c'est un peu compliqué, c'est les travaux sur l'avenue de Vichy. Il nous fallait une très belle entrée, mesdames et messieurs, digne de notre ville, digne de notre belle rive. Il nous fallait une très belle entrée d'agglomération, digne aujourd'hui de notre voisine, la reine des villes d'eau, Vichy, labellisée UNESCO. Je vous rappelle d'ailleurs par la même occasion qu'une partie du territoire de Bellerive est zone tampon UNESCO, l'hippodrome, le golf et le sporting. Une entrée pour faire en sorte que les touristes qui arrivent eh bien, commencent à prendre toute la mesure du territoire sur lequel ils se trouvent. Alors le chantier a commencé en juin 2022. Je comprends pourquoi mes prédécesseurs hésitaient à y aller, parce que c'est un chantier pharaonique, c'est un chantier compliqué, parce qu'il y a 15 000 véhicules qui passent journaliers sur cette artère, qu'il y a des professionnels, et il était impossible, comme nous l'ont proposé les entreprises du BTP, de fermer cette route pendant 8 mois pour faire les travaux nécessaires d'enfouissement et d'aménagement. Il a fallu trouver des solutions. Et je dois dire que nous avons une chance, c'est qu'à cette époque, nous avions dans notre équipe un spécialiste de la voirie, qui était directeur général des services, qui a ensuite été directeur des services techniques. Je voudrais le nommer ce soir, et je sais qu'il est là, c'est Pierre Brugiroux. Et grâce à lui, mesdames et messieurs, depuis juin, les travaux d'aménagement et d'enfouissement des réseaux de l'avenue de Vichy se sont passés dans les meilleures conditions, à tel point que ça a perturbé très peu la circulation, puisque nous étions bien en double sens. Et j'aimerais qu'on l'applaudisse parce que ça a été un travail de longue haleine, ça a été un travail de grosse négociation avec les entreprises, mais c'est aussi et surtout parce qu'ils connaissaient parfaitement bien le domaine. Alors nous, élus, on peut nous raconter un peu tout et n'importe quoi, mais à Pierre, on ne lui racontait pas n'importe quoi, et c'est ce qui a fait que dès le début, on n'a pas été embêté, qu'on a pu circuler de façon à peu près honorable sur notre avenue de Vichy. Alors, effectivement, depuis le 16 janvier, la circulation est à sens unique sur notre avenue de Vichy, mais comme vous pouvez l'imaginer, un chantier de cette ampleur nécessite bien évidemment quelques contraintes. Et je voudrais juste là aussi qu'on se rappelle le chantier des Belles Rives d'Allier. Pour les élus que nous étions et qui allaient à la rencontre des restaurateurs à l'époque sur les Belles Rives d'Allier, autant vous dire que les discussions étaient compliquées, étaient mouvementées, parce que voilà, quand on fait un chantier, ça apporte des désagréments, et je pense particulièrement aux professionnels, avec qui nous ferons très attention à bien communiquer pour qu'ils puissent s'informer et avertir leurs clients au moment où la situation va se compliquer. Mais qui pourrait imaginer, et certainement pas les restaurateurs qui aujourd'hui sont sur le bord de l'Allier, de vivre sans ces Belles Rives d'Allier. Mesdames et messieurs, notamment les professionnels qui sont sur cette avenue de Vichy,
Vous allez le voir, quand les travaux sont terminés, le jeu en vaut vraiment la chandelle. C'est tout l'objectif d'un grand chantier comme celui-là. Il y aura 4 points majeurs autour de la rénovation de cette avenue de Vichy. La verdure. Parce que la verdure est un marqueur de notre territoire, un marqueur de notre ville, c'est un marqueur de notre agglomération. Nous allons avoir des arbres et de la végétation le long de cette avenue de Vichy, notamment pour les arbres des magnolias. Nous avons un deuxième marqueur, c'est l'eau. Nous avons 2 fontaines, la fontaine de Boussanges et la fontaine de la République, qui vont être entièrement rénovées en mettant au cœur de ce dispositif l'eau, qui est un élément lui aussi majeur de notre territoire. Alors contrairement à ce qui se passait avant, et gestion en bon père et bonne mère de famille oblige, eh bien, plutôt que de tout déconstruire et de refaire, eh bien, nous allons faire comme beaucoup le font aujourd'hui, nous allons recycler. Et nous avons demandé à la maîtrise d'œuvre d'utiliser l'existant pour apporter la nouveauté nécessaire à ces 2 ronds-points. Le troisième marqueur fort, c'est la mobilité. On en parlait tout à l'heure. Bien évidemment, et je me souviens encore d'une réunion publique où nous échangions avec les riverains de l'avenue de Vichy qui s'interrogeaient et se posaient la question à savoir pourquoi nous faisions une 2e piste cyclable. Je vous rappelle qu'il y a une première piste cyclable qui part du Creps. Vous passez le long de l'hippodrome, vous longez McDo, vous arrivez jusqu'à l'entrée du golf. Il nous reste une petite partie que nous n'avons pas terminée parce que le coût des travaux était trop cher en 2022, on les a reportés, sur la rue du Golf. Et là, nous avons une première piste cyclable totalement sécurisée qui va du Creps jusqu'au pont de Berry. Et les personnes s'interrogeaient, les personnes qui étaient à cette réunion publique s'interrogeaient en disant pourquoi faire 2 pistes cyclables, une nouvelle piste cyclable sur l'avenue de Vichy qui va passer devant chez nous, pour sortir, ça va être compliqué. Le projet de l'avenue de Vichy, mesdames et messieurs, c'est pas un projet pour les 5 prochaines années. On l'a compris, c'est un projet à très long terme. Comme je le disais tout à l'heure, les mobilités se développent, les mobilités douces se développent, elles se développent à grands pas sur notre territoire, parce que je vous rappelle que nous sommes dans un territoire magnifique, où il y a un plan d'eau au cœur de notre territoire. Sur ce plan d'eau, il y a des ponts, et que vous le voyez comme moi, que la circulation devient de plus en plus difficile, parce que nous avons de plus en plus d'habitants, c'est aussi ça la rançon de la gloire, et qu'il faudra certainement demain changer nos mobilités, et peut-être et certainement faire un peu plus de vélo. Le 4e levier, le 4e point fort de cette avenue de Vichy, c'est la valorisation des patrimoines. On a une architecture, là aussi, sur notre territoire particulièrement riche, 19e. Eh bien, nous allons valoriser ces quelques belles maisons du 19e que nous avons sur cette avenue de Vichy, et notamment une dont on est propriétaire depuis quelque temps, puisqu'elle a été léguée à la ville de Bellerive. C'est cette fameuse Villa des Magnolias. Alors vous comprendrez facilement l'association. Villa des Magnolias, un énorme magnolia devant cette très belle maison. Et bien évidemment, tout naturellement, c'est une des raisons pour lesquelles on a porté le projet des Magnolias sur l'avenue de Vichy. En tous les cas, voilà les 4 leviers qui ont amené la réflexion, les quelques esquisses que vous pouvez voir derrière moi sur cette avenue de Vichy. Quand je parlais de verdure, notamment ces petites allées, c'est ce croquis que vous avez, ces petites allées, vont être recouverts de verdure. Les allées, là aussi, il y avait un objectif de lutter contre les îlots de chaleur. Et notamment, nous allons apporter un soin tout particulier, un aménagement floral à l'entrée de l'allée Bonny, qui dessert là aussi un écrin de verdure, notre golf. Le projet Cœur de Ville comprend bien évidemment nos 3 cœurs de ville, Jean Jaurès, Compoint et le secteur de la mairie. Alors nous allons commencer cette année par le projet Jean Jaurès, c'est la place de la source intermittente, notre fameuse place du village, qui viendra dans le temps. Les travaux de l'avenue de Vichy se termineront, j'espère, début 2024. Je souhaiterais le premier trimestre, mais du côté des services, on me dit à la fin du 2e trimestre. En tous les cas, vous avez compris, à peu près début 2024. Et c'est la raison pour laquelle nous allons, cette année, en ce qui concerne la place de la source intermittente, lancer la maîtrise d'œuvre. Nous allons faire pour cela un concours, puisque c'est un élément majeur de notre commune et on a besoin de se faire une idée, d'avoir plusieurs projets pour que nous puissions faire notre choix dans les meilleures conditions. Alors ce projet Cœur de Ville, Cœur de Bourg, il s'articule autour de 3 leviers. Le commerce, l'habitat et le cadre de vie. C'est un projet qui est particulièrement bien accompagné, cher Jean-Sébastien, comme vice-président du département, par notre agglomération aussi. Et cette année, nous allons rentrer
dans la phase opérationnelle, puisque en 2021, vous l'avez vu, nous avons fait pas mal de rencontres, et notamment sur le marché. Nous avons fait des réunions publiques avec les professionnels, avec les associations, pour échanger et parler de vos attentes sur ce projet de la place de la source intermittente. Donc en 2021, nous allons lancer le projet de maîtrise d'œuvre de cette place de la source intermittente. Dans ce projet Cœur de Ville, Cœur de Bourg, je vous ai parlé aussi de l'habitat, c'est le deuxième volet. Là aussi, habitat, commerce, nous allons, sur l'habitat, nous avons un porteur de projet privé qui devait s'engager sur l'ancienne laverie et la boucherie Grelet pour les puristes. Et là aussi, et je peux le comprendre tout à fait, les porteurs de projets aujourd'hui sont un peu comme nous tous. Ils attendent un retour à la normale du coût des travaux. Et dès que nous aurons retrouvé une situation normale, je suis absolument certain que ces travaux d'aménagement et d'habitat pourront démarrer. En ce qui nous concerne, nous, pour la collectivité, on va travailler sur des commerces. Parce que, mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans Bellerive, il n'y a plus de commerce disponible. Et donc, nous allons être obligés de créer des commerces. Alors, créer 2 commerces, à côté de la Villa des Magnolias, nous l'appelons l'annexe. On va démarrer les travaux cette année, aménager un commerce, et un deuxième commerce dans la rue Jean Jaurès, dans cette maison qui touche la Poste, que nous avions prévu au départ de détruire pour faciliter l'accès entre la rue Jean Jaurès et la place de la source intermittente. Mais là aussi, on s'est rendu compte qu'il fallait créer des commerces de proximité si nous voulons des cœurs de ville dynamiques. Eh bien, nous avons choisi de garder cette maison et de la transformer en commerce. Voilà les 3 grands projets que nous allons porter sur cette année 2023. Nous allons aborder un dernier volet plus politique, celui-là, projet de politique sociale, avec une volonté très ferme de la collectivité d'accompagner ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, je préfère qu'on les appelle les travailleurs modestes, et surtout accompagner celles et ceux qui souhaitent le retour à l'emploi. En politique, il y a des choses qui se voient, les grands projets, ça se voit. Cela se voit moins, et pourtant, ils sont d'une importance capitale. Notre interrogation sur ce volet, comment aider ces Bellerivoises et ces Bellerivois qui travaillent aujourd'hui, qui ont des petits revenus, qui se sont réduits considérablement en 2022, et en termes de collectivité, comment les accompagner et les aider, notamment sur la cantine, l'accueil périscolaire, les croques-vacances et les croques-mercredis. Vous avez été nombreuses et nombreux à m'interpeller depuis 2022 sur des situations particulièrement absurdes que vous pouvez vivre et que j'ai partagées avec vous. Et oui, on a bien fait d'en parler, parce que ça a généré plusieurs décisions pour notre collectivité. La première, c'est la cantine. Vous avez pu le voir à l'occasion de cette rentrée pour les nouveaux parents qui ont bénéficié. Nous avons choisi de changer notre logique d'accompagnement et de mieux accompagner celles et ceux qui travaillent, et notamment les travailleurs modestes. Je crois que c'est tout simplement une action de bon sens. L'occasion de parler de la cantine m'est donnée. Je vais bien évidemment parler de ce projet d'alimentation territoriale que nous portons au sein de notre agglomération. Et là aussi, avec un objectif tout simple et très clair, Thierry Marx le disait très bien, le célèbre chef de cuisine, plus nous mangeons industriel et plus nous attaquons notre capital santé. Eh bien, nous avons décidé, avec les villes de Vichy et de Cussé, de travailler à l'amélioration de la nourriture de nos petits, acculturer nos enfants à bien manger, acculturer nos enfants à mieux manger. Et là aussi, c'est un projet qui va se faire. On en a parlé beaucoup avec les parents dans les conseils d'école. Alors ça a des conséquences sur l'augmentation de la cantine. Et bien évidemment, les parents nous ont dit, et n'ont pas hésité à nous dire, qu'il est important que les enfants mangent mieux. Il est important que nous options pour des circuits courts pour nourrir nos enfants. Et c'est ce qui va être fait, avec ce merveilleux projet de cuisine territoriale. La deuxième absurdité que j'ai pu rencontrer, c'est que parfois, en travaillant avec des petits revenus, eh bien, nos travailleurs modestes dont on parlait tout à l'heure n'ont pas forcément accès aux services proposés par la ville,
les accueils périscolaires et les croque-vacances et les croque-mercredis. Alors pour cela, mesdames et messieurs, c'est tout simplement la double peine. Vous n'avez pas accès, comme vous n'avez pas accès, que vous êtes bien évidemment obligé de faire garder vos enfants parce que vous travaillez, vous êtes obligé d'aller sur des structures privées qui vous coûtent plus cher et qui plombent vos revenus. Nous avons pris une décision que nous allons appliquer dès le mois de septembre. L'accueil périscolaire, le croque-vacances et le croque-mercredi sera réservé en priorité à celles et ceux qui travaillent et notamment qui ont des petits revenus. Notre ville, et nous les entendons, cher Claude, toi qui rencontres beaucoup de chefs d'entreprise, nous entendons aussi nos chefs d'entreprise qui nous parlent d'emploi et qui ne comprennent pas aujourd'hui pourquoi leurs propositions d'emploi ne sont pas comblées. Et nous avons réfléchi, nous essayons de réfléchir en tous les cas, comment pouvons-nous, nous aussi, collectivités territoriales, apporter notre pierre à l'édifice, accompagner le retour de l'emploi, au-delà de la petite phrase présidentielle du 15 septembre 2018, il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Vu l'état de l'emploi aujourd'hui, et vous serez certainement d'accord, on est à peu près à 1,5 million d'emplois vacants dans notre pays. Indiscutablement, 1,5 million de Français n'ont pas trouvé le moyen de traverser la rue. Si vous me permettez cette petite réflexion purement politique à l'occasion des vœux, je pense là aussi que nous sommes sur un débat d'actualité avec les retraites. Peut-être que les Français auraient l'oreille plus ouverte sur l'allongement du temps de travail si dans le même temps on trouvait des solutions pour mettre au travail et accompagner toutes ces femmes et ces hommes sur ces fameux 1,5 million d'emplois vacants. Ce sera la fin de mon paragraphe politique sur ces vœux. Concernant l'emploi, notre ville est active également. Nous avons mis en place avec le département l'accompagnement des bénéficiaires du RSA et notamment des nouveaux bénéficiaires du RSA. 2 objectifs. Ne pas faire que donner, mais suivre et accompagner le retour à l'emploi. C'est exactement ce que font nos agents du CCAS avec ces nouveaux bénéficiaires de l'emploi. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, pour accompagner le retour à l'emploi, nous avons conventionné avec E2D, et je salue ce soir son président, M. Bordesoul, et ses équipes qui sont là. E2D, c'est une structure associative qui accompagne au retour à l'emploi. Concrètement, ça veut dire quoi ? Proposer des solutions de travail aux bénéficiaires, et vous avez pu le voir, ils nous accompagnent au niveau de la ville. C'est eux qui ont notamment rénové la Lys pendant l'été 2021, sur la tête de Pont-Bellerive. Et c'est notamment ces équipes qui font l'entretien de nos berges aujourd'hui sur Bellerive. Sur le deuxième volet, nous travaillons avec E2D sur le recrutement, et ça nous a permis, notamment au sein de la collectivité, de pouvoir recruter quelques-uns de ces femmes et ces hommes qui avaient choisi et décidé le retour à l'emploi. Voilà, madame, monsieur, je ne sais pas si j'ai été long. Non, j'ai dépassé. J'ai dépassé, oui, peut-être beaucoup. Et vous avez compris qu'on est arrivé à la fin. Difficile d'exprimer tout ce qui s'est passé dans ces 3 dernières années, 3 années de vie de notre collectivité, et parler de projet. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous présenter notre vedette locale, vous le voyez en photo, et je vais demander à Thierry Messon de bien vouloir me rejoindre sur scène. Merci Thierry. Alors, Thierry, vous le voyez, c'est un agent de la collectivité. Et il n'a pas hésité à participer avec nous à la mise en œuvre de cette carte de vœux 2023. En 2022, c'était Madame Veillard, et elle qui symbolisait la relation entre les grands-parents et les petits-enfants. Et là, nous avons voulu mettre à l'honneur cette année nos services de la collectivité, et notamment le service des espaces verts à travers Thierry. Thierry, les fleurs, il les plante, il les arrose, il les voit pousser, il les soigne, et il les voit devenir, tout au long de l'année, de plus en plus belles. Thierry, c'est aussi quelqu'un qui a toujours le sourire, comme vous pouvez le voir sur la photo, et on appelle ça un sourire communicatif.
qui symbolise tout à fait, mesdames et messieurs, la bonne humeur dont nous avons tant besoin pour cette nouvelle année. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, au nom du conseil municipal, au nom de toute l'équipe municipale, une très bonne année, une très bonne santé, de partager beaucoup de bonheur, de voir beaucoup de couleurs en 2023, comme vous Thierry, et surtout de voir des fleurs partout autour de vous. Je vous souhaite enfin, mesdames et messieurs, une très belle année 2023.